Financier. Ah bah ça s'arrange, c'est parfait. Alors je voudrais vous le présenter. Il a eu la gentillesse de venir un peu plus tôt, comme vous l'avez remarqué. Le professeur Ouzi Rabi est diplômé de l'université de Tel Aviv. Il est directeur du centre de recherche Moshe Dayan. Sa spécialité, c'est l'étude des pays de l'Est, de l'Afrique et des relations avec l'Iran. Il enseigne à l'université de Tel Aviv et il a été un temps professeur à San Diego Université. Voilà, donc c'est ce qu'il va nous apprendre ce soir. C'est quelque chose d'un peu particulier, c'est-à-dire qu'il va nous parler de l'environnement de l'État d'Israël, tout ce qu'il y a autour, tous les pays qu'il concerne. On a une journée dure aujourd'hui, היה on לנו a une היום journée יום éprouvante. קשה, יום בעייתי, ואני מקווה שהערב נוכל להיטיב מעט להבין מה שמוטל על כף המאזניים. תודה רבה לך, פרופסור רבי, ורשות הדיבור לך. Tout d'abord, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Et je vais tâcher de vous dessiner un tableau assez exhaustif de ce qui se passe au Proche-Orient, la manière dont nous voyons les choses, comment les choses peuvent être vues du point de vue d'Israël. Il y a quelque chose qui va bien au-delà d'une guerre entre Israël et la bande de Gaza. On est face à quelque chose de beaucoup plus étendu. Et j'aimerais vous décrire tout cela pour que vous ayez un tableau assez complet. Et bien entendu, je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Commençons par cela. Je vous montre deux éléments qui sont très importants. Le premier, c'est cette flèche-ci qui vous indique précisément à quoi ressemblait Israël en 1948. Vous voyez ce marron foncé. Voici Israël dans ses frontières de 1948. Ce qu'on va voir, c'est qu'en 1948 est né l'État d'Israël. Et de l'autre côté de la rue, des Arabes, des Palestiniens ont nommé cet événement en arabe Nakba. Nakba, c'est une immense catastrophe. Et c'est à partir de là que l'on arrive à deux événements très intéressants. D'un côté, on a Israël, de l'autre, la Palestine, en tout cas du point de vue de l'autre camp, qui devient une région qui, à partir de 1948, l'État d'Israël, des Arabes et des Palestiniens ont vécu pendant des années avec l'espoir qu'il y aurait un homme, qu'il y aurait un mouvement qui ramène les choses à ce qu'ils étaient auparavant, un retour au statu quo d'avant 1948, c'est-à-dire de jeter Israël à la mer. J'utilise là le langage qu'a utilisé le président égyptien Gamal Abdel Nasser, et rendre la Palestine aux Palestiniens et aux Arabes. Et ce qui va se passer, c'est d'abord qu'en 67, il va y avoir une guerre, donc près d'une vingtaine d'années après la création de l'État d'Israël. Israël va conquérir la péninsule du Sinaï, qui va le rendre à l'Égypte en échange de l'accord de paix entre Israël et l'Égypte, cet accord qui existe encore aujourd'hui. Israël va prendre, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, vous voyez ceci, c'est le Golan, le plateau du Golan syrien.
Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous rendre dans le Golan. Donc un tiers du Golan est contrôlé depuis 1967 par Israël. Un tiers du Golan syrien est contrôlé par Israël. Une autre région qui a été contrôlée par Israël en 1967, c'est ce qu'on appelle en arabe la Cisjordanie, c'est-à-dire on parle de la Cisjordanie, c'est-à-dire que c'est la rive gauche, la rive ouest, pardon, du Jourdain. Et l'autre région qu'Israël a conquis en 1967, c'est cette petite bande de terre, ce petit rectangle que vous voyez ici. C'est la bande de Gaza dont nous parlons aujourd'hui. Tout cela veut dire que les Arabes et les Palestiniens pensaient en 1948 que plus le temps passerait, et plus ils essaieraient de corriger ce qui s'est passé en 1948, sauf qu'en 1967, la situation a empiré de leur point de vue. En arabe, on appelle la guerre de 1967 Naksa. Naksa, cela veut dire une réduction quand on ôte quelque chose. Donc je vous ai parlé du Sinaï, du Golan. Mais les deux régions dont nous parlons, qui est la Cisjordanie d'abord et la bande de Gaza, ce sont des régions peuplées de Palestiniens. Dans Cisjordanie, il y a aussi des implantations juives. On appelle cela la Judée et Samarie, des termes qui sont liés bien sûr à l'histoire biblique. Et ce sont ces régions qui font l'objet d'une controverse. Israël a essayé de trouver un moyen de résoudre la situation. Je ne peux pas m'éloigner du micro. Donc Israël a essayé de donner ces territoires que vous voyez là, ces territoires 1 et 2, en échange de la paix. C'est plus ou moins ce qui a été fait lors des accords d'Oslo. Quelle était l'idée derrière les accords d'Oslo de 1993 ? C'est nous allons rendre les territoires conquis en 1967 et en échange, nous recevrons une reconnaissance de l'Israël de 1948. Voilà. Si vous comprenez bien les frontières de 1948-1967, faites un signe de la tête. Voilà. Voilà la logique. La logique était rendons ce qui a été conquis en 1967. En échange de cela, nous aurons droit à une reconnaissance du droit d'Israël à exister. Les Palestiniens renonceront à leur droit au retour, c'est-à-dire le retour dans ce territoire qui est en marron foncé, l'Israël des frontières de 1948. C'était ce qui était prévu par les accords d'Oslo. Peu importe ce qui s'est passé, mais cela n'a pas fonctionné. Après Oslo, il y a eu une deuxième intifada. Entre-temps, il faut garder à l'esprit qu'on a deux orientations chez les Palestiniens. Si on considère la Cisjordanie, encore une fois, je traduis les termes des Palestiniens, ils appellent ça la rive ouest, la Cisjordanie. C'est là que siège l'autorité palestinienne, à la tête de laquelle siège Abou Mazen, qui est l'héritier de Yasser Arafat. Yasser Arafat et Abou Mazen sont des gens qui sont originaires d'un mouvement palestinien laïque, qui veulent un État palestinien, mais qui sont des gens qui sont laïques. Abou Mazen a étudié à l'université de Moscou, Yasser Arafat au Caire et dans d'autres endroits. Et maintenant, si je passe à la bande de Gaza, eh bien, nous avons des Palestiniens d'une autre sorte
et nous allons faire connaissance dans un instant. En fait, il y a des Palestiniens qui sont plutôt laïcs et d'autres qui sont plutôt religieux, et cela a son importance. Si je vois le conflit avec Israël en des termes religieux, cela fait de ce conflit un conflit beaucoup plus étendu, beaucoup plus vaste. Puisque si on parle de la religion, c'est quelque chose qui est adjacent à la culture et à la civilisation, et cela change tout. Donc en Cisjordanie, vous voyez ce cercle, encore une fois, il y a le pouvoir du Fatah, de l'autorité palestinienne qui siège à Ramallah. Et là, la bande de Gaza, c'est une toute autre histoire. Ce qui s'est passé le 7 octobre, ce massacre barbare que les Palestiniens ont perpétré contre des Israéliens, et maintenant, je vais faire un zoom. Vous voyez là la bande de Gaza. Voici la bande de Gaza. 365 km². Voilà les villes, Beth Laïa, Beth Hanoun, peu importe leur nom. Voilà la ville de Gaza, Dir el-Balah, Khan Younes, cette ville qui est dans l'actualité, et Rafah. Voilà le nord de la bande de Gaza. Et là, je me dirige vers le sud. Il y a plusieurs villes et chacune de ces villes est indiquée sur la carte en rose. Et à l'intérieur, vous voyez des taches rouges. Chacune de ces taches rouges représente un camp de réfugiés. Pourquoi faut-il qu'il y ait des camps de réfugiés en 2024 ? C'est une question fort intéressante dont il faut débattre et qu'il faut comprendre. Donc nous, on a d'un côté, on comprend que les camps de réfugiés, c'est un peu un business maintenu par les Nations Unies, par l'UNRWA, qui est un organisme qui, il s'avère aujourd'hui, a participé, était un partenaire complet du Hamas pendant ces dernières 20 ans, qui a fait de l'endoctrinement, qui, on a aujourd'hui les preuves, et qui a soutenu le Hamas. Mais il faut comprendre la psychologie et la logique qu'il y a derrière cela. Lorsque j'installe des Palestiniens dans un camp de réfugiés, leur qualité de vie n'est pas bonne, mais il est très important pour le pouvoir de conserver ces camps de réfugiés parce que derrière ces camps de réfugiés, cela signifie que vous êtes là à titre provisoire et que ces gens-là sont censés rentrer chez eux en fin de compte. Où est-ce que c'est chez eux? Chez eux, c'est en Israël. Ça n'est pas la Cisjordanie. Ça n'est pas Jérusalem, c'est l'ensemble d'Israël. C'est ce qu'on appelle le droit du retour, le droit au retour. Et tant que vous avez des camps de réfugiés, eh bien, cela légitime l'argument selon lequel ces réfugiés doivent rentrer chez eux en Israël. Voici le mouvement qui contrôle la bande de Gaza depuis 17 ans déjà. Comment ce mouvement est-il arrivé au pouvoir? Dans le cadre d'élections libres. Quand ont eu lieu ces élections, après qu'Israël s'est retiré de la bande de Gaza et l'a remis aux Palestiniens en 2005. Parfois, vous entendrez que la bande de Gaza est un territoire occupé. Ce n'est pas vrai. En 2005, Israël, depuis 2005, n'est plus présent dans la bande de Gaza, a rendu
la bande de Gaza aux Palestiniens. À l'époque, c'était l'autorité palestinienne donc, qui siège à Ramallah. Mais les Américains ont insisté pour que si on rend des territoires aux Palestiniens, il faut repartir de zéro et demander aux Gazaouis ce qu'ils désirent. Est-ce qu'ils veulent élire le Fatah ou le Hamas? Les Gazaouis ont choisi le Hamas. C'est-à-dire que le Hamas a accédé au pouvoir dans le cadre d'élections démocratiques. Les élections de 2006 ont été les seules élections du monde arabe qui ont été transparentes, légales et qui se sont bien déroulées. Quel était le problème? C'est que le Hamas a accédé au pouvoir à travers ces élections, mais immédiatement après ces élections a annulé la démocratie. C'est-à-dire, une fois élu, le Hamas a écarté le régime démocratique. C'est pourquoi il faut toujours être très prudent lorsqu'on a en tête des ordres du jour occidentaux. Quand on applique cela au Proche-Orient, il faut garder à l'esprit qu'il y a une autre culture et qu'il ne faut pas copier nos normes occidentales et les calquer ici au Proche-Orient. Vous voyez ce logo du Hamas. La couleur dominante est le vert. Le vert, c'est la couleur traditionnelle de l'islam, ce qui vous montre bien qu'on a là un mouvement palestinien, mais qui voit la Palestine par une perspective religieuse. Comment est-ce que cela se traduit dans le logo du Hamas? Nous voyons la mosquée qui se trouve au centre de ce logo. Et il est évident qu'on a là des gens qui considèrent la Palestine à travers une perspective religieuse. Et vous voyez une carte en haut du logo. Vous voyez que cette carte est elle aussi en vert. Et si des Israéliens voient cette carte, ils diront c'est la carte d'Israël. Lorsque le Hamas dessine cette carte, de son point de vue, c'est la Palestine. Le Hamas considère que tout ce qui est indiqué ici en vert comme une terre qui a été donnée du ciel, une terre sainte. On appelle ça le Waqf en arabe, c'est-à-dire que c'est une terre qui est sanctifiée religieusement. D'après le Hamas, aucun être humain n'a le droit de négocier ne serait-ce que le moindre centimètre de cette terre. Je vais vous poser une énigme. Le Hamas affirme que les accords d'Oslo étaient un crime et ils veulent traduire en justice les criminels qui ont signé les accords d'Oslo. De qui parle-t-il? Abou Mazen et Arafat, effectivement. C'est-à-dire que le Fatah et le Hamas, ce sont deux partis palestiniens, deux factions palestiniennes, mais entre lesquelles il y a une hostilité, une haine et une lutte sanguinaire qu'on a vue dans la bande de Gaza en 2006-2007. On a eu vraiment une véritable guerre civile. Tout ce que je viens de vous dire, ça n'est pas mon interprétation. Vous pouvez le lire très clairement dans la charte du Hamas. Il y a 3 éléments, une Palestine, de la rivière à la mer. De la rivière à la mer, il n'y a qu'une seule Palestine indivisible
Et tout compromis est interdit. Encore une fois, ça n'est pas mon interprétation, c'est ce qui est écrit dans cette charte du Hamas. La deuxième chose, qu'est-ce qu'Israël? Israël, c'est une base avancée de la civilisation occidentale qui veut depuis bien longtemps anéantir l'islam. Le Hamas n'est pas né en tant que Hamas. Quelle est la mère du Hamas? Ce sont les frères musulmans. Les frères musulmans sont nés en 1928, il y a pratiquement 100 ans, en Égypte. Et ils ont créé une succursale de ces frères musulmans dans la bande de Gaza. Et je le répète, lorsqu'Israël est créé en 1948, Israël est vu comme un satellite de la civilisation occidentale qui veut anéantir la civilisation islamique. La Grande-Bretagne, la France sont les grandes puissances coloniales pendant de nombreuses années. Et comme vous le savez, après la Première Guerre mondiale, aussi bien la France que la Grande-Bretagne perdent de leur force, et après la Seconde Guerre mondiale se retirent du Proche-Orient. Et l'existence d'Israël sera considérée comme un dédommagement de l'Occident qui se garde un poste avancé qui permet de démanteler la civilisation islamique. Le troisième élément, ce sont les Juifs. Ce qui est écrit dans cette charte, et encore une fois, je ne fais aucun commentaire ni interprétation, et je vous dis tout simplement ce qui est écrit dans cette charte. Les Juifs sont complètement déshumanisés dans cette charte. On en fait des sous-hommes. Dans la charte du Hamas, il y a énormément d'expressions antisémites classiques. Je suppose que vous connaissez les protocoles des sages de Sion ou ces genres d'ouvrages qui sont interprétés dans la charte du Hamas. En résumé, si je prends cette charte et si je prends un manuel scolaire d'une école primaire, disons en CM2 ou en 6e dans la bande de Gaza, et nous avons fait des recherches à ce sujet d'ailleurs, ce qu'on peut en tirer, c'est qu'Israël est illégitime, que les Juifs sont des sous-hommes, et c'est ainsi qu'ont été élevés pendant 17 ans toute une génération dans la bande de Gaza. Souvent, les gens me demandent comment est-ce possible, comment ce qui s'est passé le 7 octobre a été possible. Et si on comprend que des enfants, des adolescents, des jeunes ont grandi au sein d'un système éducatif qui a dit de manière très claire qu'Israël est illégitime, que les Juifs sont des sous-hommes, eh bien, il est facile de comprendre comment tout cela se traduit en un acte barbare le 7 octobre, qui, pour les Juifs, rappelle un chapitre très sombre de l'histoire du peuple juif. On a vu des massacres et des actes barbares pendant une période de 36 heures. Et on a vu des actes parmi les plus macabres qu'on ait jamais vus dans l'histoire humaine. Emmanuel Macron est venu, Joe Biden est venu, Olaf Scholz est venu, Rishi Sunak est venu. Je ne sais pas si vous savez pourquoi ils sont venus aussi rapidement. Parce qu'ils ont reçu des vidéos.
des vidéos qui montraient en direct ce qui s'est passé ici. Qui a filmé ces vidéos? Ce sont les hommes du Hamas eux-mêmes. Les hommes du Hamas appartiennent à cette unité Nourba, cette unité commando du Hamas. Il y a eu aussi d'autres Gazaouis. Je vous encourage à ne pas regarder ces vidéos si vous voulez continuer à dormir la nuit, mais je vais vous décrire une scène pour que vous compreniez pourquoi les dirigeants occidentaux, des gens qui décapitent quelqu'un et qui tiennent qui tiennent la tête de la personne dans leurs mains, et le terroriste qui téléphone à ses parents et qui dit voyez ce que j'ai fait à ces juifs. Et que disent ses parents? C'est le plus beau jour de notre vie. Il faut bien comprendre. Si vous voulez entrer dans la tête du Hamas, si vous voulez comprendre ce qui s'est passé dans la bande de Gaza, un État terroriste, qu'est-ce qu'un État terroriste? Il ne faut pas se tromper et dire il y a d'un côté le Hamas et de l'autre côté il y a 2 millions d'innocents. Ça n'est pas vrai. Le Hamas est présent dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les mosquées. Il a sous terre une ville entière, peut-être la ville la plus fortifiée qu'on ait jamais vue. La ville fortifiée, la ville la plus fortifiée à laquelle une armée ait été jamais confrontée. C'est cela, un État terroriste. C'est un État qui est entièrement mobilisé. Ce que nous avons trouvé, c'est un livre en arabe qui est étudié dans les classes de CM2, 5e. Son titre est Kifahi. En arabe, c'est Mon combat. Et une fois qu'on a regardé ce livre, on a compris que c'était une traduction de Mein Kampf, le livre d'Adolf Hitler. Ce sont là des faits que je vous présente. Quelle a été l'erreur d'Israël? Qu'est-il arrivé à Israël? Israël voulait un peu de calme. Parfois, on a donné de l'argent au Hamas. Il s'agissait de valises avec de l'argent venu du Qatar. Israël a ouvert ses portes et a permis à des travailleurs gazaouis de venir pour travailler en Israël. Certains de ces ouvriers ont recueilli des informations, des renseignements qui ont été utilisés par les terroristes le 7 octobre, où habite telle ou telle personne, tel ou tel officier de l'armée, qu'est-ce qu'il y a dans telle ou telle base de l'armée, dans une autre. Israël a voulu se prouver à lui-même que même avec le Hamas, on peut s'arranger. Et le fait que le Hamas a accepté cet argent a laissé croire à Israël que c'était une organisation pragmatique. Le fait que le Hamas a dit laisser entrer des travailleurs en Israël, cela aussi a donné l'impression que le Hamas était une organisation pragmatique. Le Hamas a aussi trompé Israël. Il y a eu 2 petites opérations militaires, 2 petites confrontations qui ont précédé cette guerre, et le Hamas n'y a pas participé. Il a laissé l'autre organisation qu'on appelle le djihad islamique combattre Israël. Et ça a été une manœuvre qui a duré pendant de nombreuses années. Tout a été planifié et Israël s'est tout simplement endormi. La volonté de voir dans l'autre camp des gens comme vous et moi, avec lesquels on peut parvenir à un compromis. Nous ne voulons pas maintenant de guerre, c'est la nature humaine, on peut très bien le comprendre. Ne nous menacez pas, la menace n'est pas si terrible.
Une des choses terribles qui sont arrivées à Israël, c'est que c'était le mois d'octobre en 1900, en 2023, et tous les Israéliens sont conscients que 50 ans exactement auparavant, ce même mois d'octobre, en 1973, il y a eu la guerre où Israël a été surpris par l'Égypte et par la Syrie. C'est la guerre de Kippour. Et on parle, quand on évoque cette guerre, de l'échec. En fin de compte, il y a eu un échec, un manquement dont on s'est souvenu en Israël pendant très longtemps. Et si, après 50 ans, on a un manquement, un échec encore plus grand, cela signifie qu'Israël n'est pas bien intégré dans le Proche-Orient. C'est un pays très avancé sur le plan technologique, une start-up nation, euh, qui est très présent dans la Silicon Valley, à Palo Alto, dans beaucoup d'endroits du monde. Mais le Proche-Orient réclame de mieux comprendre votre position. Vos voisins, ce n'est ni la Suisse, ni le Luxembourg. Et on se trouve ici au cœur d'une autre civilisation, il faut s'y adapter. On a là une guerre. Israël opère aujourd'hui à Khan Younes. Khan Younes qui se trouve ici. La majorité de la population de la bande de Gaza se trouve dans le sud parce que Israël leur a lancé un ultimatum pour qu'ils évacuent vers le sud. Khan Younes est complètement encerclé. Et le problème, c'est que ce que l'on voit en surface, cela ne suffit pas. Et l'épreuve d'Israël est dans quelle mesure il parvient à nettoyer ce qu'il y a sous terre. Dans la bande de Gaza, au cours des 15 dernières années, a été bâtie la ville souterraine la mieux fortifiée au monde. Ce ne sont pas des tunnels en réalité. Il y a des tunnels qui sont pour la plupart larges, qui sont des postes de commandement du Hamas, dans lesquels il y a beaucoup d'innovations technologiques, il y a beaucoup de pièges, il y a des portes blindées, il y a des mines. Et c'est pourquoi Israël doit avancer très lentement, très prudemment, tunnel après tunnel, nettoyer ces tunnels, et tout en prenant garde à ne pas s'en prendre aux nombreux otages que le Hamas détient depuis le 7 octobre. Il y a eu ces derniers jours un sommet à Paris qui a élaboré, au cours de ce sommet, on a élaboré un cadre d'accord. Que veut Yehia Sinwar? Il veut qu'en échange de la libération d'une partie des otages, que soient libérés non seulement des milliers de prisonniers palestiniens qui sont emprisonnés en Israël, mais il veut qu'Israël se retire complètement de la bande de Gaza, que la guerre prenne fin, et que Yehia Sinwar et le Hamas continuent à avoir le pouvoir dans la bande de Gaza. Et je vous le dis, aucun gouvernement israélien n'acceptera cela. Yehia Sinwar veut revenir à la situation qui prévalait le 6 octobre, comme si le 7 octobre ne s'était pas passé. Israël ne peut pas accepter cela. Je vous rappellerai qu'en Israël, il y a aujourd'hui 150 000 personnes qui sont des personnes déplacées, qui ont été évacuées du nord et du sud du pays, qui ont dû quitter leur foyer, parce que dans le sud, il y a ces commandants du Hamas, les Nokhba. Dans le nord, il y a la force Redouane, qui est la force de commando du Hezbollah, qui se trouve très près des localités israéliennes, des kibbutz et des localités qui sont le long de la frontière. Parfois,
les pays subissent un coup qui les frappe droit au cœur. Et c'est ce qui s'est passé en Israël. Si Israël sait s'en sortir et utiliser cette crise pour ouvrir un nouveau chapitre de son histoire, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Mais si ça n'est pas le cas, nous serons face à un problème terrible. Israël doit ramener chez eux 150 000 personnes qui habitent près de la frontière, dans le nord et dans le sud. Ils ne rentreront pas chez eux s'ils ne voient pas que la bande de Gaza a été nettoyée. Si Yahya Sinwar est encore dans la bande de Gaza, personne ne va se réinstaller dans le pourtour de la bande de Gaza. Si Nasrallah et le Hezbollah ne se retirent pas au nord du fleuve Litani sur le territoire libanais, personne ne rentrera dans le nord. C'est pourquoi c'est Israël qui doit faire ses preuves. Israël a promis de déraciner, d'éliminer le Hamas sur le plan militaire et politique. Et on ne pourra pas cesser tant que cet objectif n'aura pas été atteint. Parce que sinon, on aura une défiance entre l'État et les citoyens et un problème insoluble. Et aussi, cela portera atteinte à la stature d'Israël au Proche-Orient. Et je pourrais vous parler, faire toute une conférence sur la guerre dans la bande de Gaza, mais le problème c'est que lorsque cette guerre s'est déclarée, on a constaté que la bande de Gaza est liée à quelque chose de bien plus vaste. Et je veux vous montrer de quoi je veux parler. La bande de Gaza, c'est un territoire tout petit, mais il y a une pieuvre. Et cette pieuvre, qui est ce pays en orange que vous voyez à droite, c'est bien l'Iran. Vous voyez exactement ce que l'Iran a fait au cours des 40 dernières années. Chacune de ces flèches qui sort de l'Iran indique un pays arabe faible, misérable, le Liban, l'Irak, la Syrie, le Yémen. Ce sont des pays qui ont perdu leur force vitale. Ce sont des pays qui connaissent des guerres civiles sanglantes, avec beaucoup de communautés, beaucoup de minorités. Ces pays, en réalité, eh bien, se sont retrouvés entre le marteau et l'enclume. Et ce que l'Iran a fait, c'est d'utiliser la faiblesse de ces pays arabes. L'Iran n'est pas d'ailleurs un pays arabe. L'Iran, c'est la culture perse. Les Perses et les Arabes, c'est comme l'huile et l'eau. On est face là à un conflit millénaire. L'Iran a profité de la situation de ces pays arabes pour y installer ce qu'on appelle en anglais des proxys. Proxy, c'est un émissaire, c'est un satellite. Donc si je prends cette flèche-ci, cette flèche aboutit au Liban. Cela fait déjà 40 ans. Voici le Liban, donc au bord de la Méditerranée. Les gardiens de la révolution iranienne ont œuvré pour mettre en place un proxy au Liban. Comment appelle-t-on ce proxy au Liban? C'est le Hezbollah. Qu'est-ce que le Hezbollah au Liban? Ce qui s'est passé, c'est que l'Iran l'a renforcé face à tous les autres acteurs politiques au Liban. Et c'est comme une marionnette, c'est-à-dire que le Hezbollah fait ce que l'Iran veut. Prenons cette flèche-ci. Cette flèche-ci indique l'Irak. Cette flèche indique la Syrie. Et dans chacun de ces pays arabes, l'Iran a un émissaire, un proxy,
qu'il utilise pour obtenir ce dont il a besoin sans agir directement. C'est-à-dire on n'a pas l'empreinte de l'Iran. On a là un système où l'Iran conquiert ces pays, mais de manière informelle. Vous voyez la flèche qui indique le Yémen. Regardez ce qu'ont fait les Houthis au Yémen, ce qu'ils ont fait subir à l'économie mondiale, globale. Je vais à la carte une minute. Regardez ici. C'est le golfe de Bab el-Mandab. Et les Houthis l'ont fermé, l'ont verrouillé avec un grand nombre de missiles et de drones. Et au lieu d'effectuer le voyage par l'océan Indien, par Bab el-Mandab, la mer Rouge, le canal de Suez encerclé de rouge, et pour arriver dans la Méditerranée, l'Italie, la France, l'Espagne, c'est là le chemin. On envoie les marchandises de l'Est vers l'Ouest, vers l'Occident, vers l'Europe. Et au moment où on ferme Bab el-Mandab, regardez ce qui se passe. Si on veut passer, il faut faire tout le détour autour de l'Afrique. Au lieu de 11 000 km, 20 000 km. Chaque produit coûte 2 fois plus ou 3 fois plus à cause de ce détour. L'économie globale est très sérieusement atteinte et la Grande-Bretagne et les États-Unis ont créé une coalition qui combat les Houthis au Yémen pour les empêcher de se faire. Mais les Houthis sont en fait le bras de la pieuvre, de l'octopus iranien, comme Hezbollah au Liban, comme Khashoggi en Irak et d'autres. Ce qui va se passer à la suite de la guerre à Gaza, c'est que dans le Proche-Orient, il y aura 2 vecteurs. L'un, c'est l'Iran et le camp de l'opposition et de pays très très problématiques, donc des acteurs très problématiques, et d'autre part, les autres pays arabes. En bas, vous pouvez voir Bab el-Mandeb. C'est là qu'il y a le grand embouteillage que les Houthis ont créé et c'est vraiment un coup asséné à l'économie globale. Israël en souffre, l'Égypte perd beaucoup d'argent et l'Égypte est un pays très pauvre qui compte beaucoup sur les recettes du canal de Suez. Chaque bateau, c'est $1 million. Donc si au lieu de 60 bateaux par jour, 5 bateaux par jour passent, l'Égypte perd des dizaines de millions de dollars par jour. Et il s'agit d'un pays très pauvre. Il y a là plus de 115 millions de personnes en Égypte. Voilà Jeddah qui est un port saoudien et des sociétés telles les grands géants du commerce maritime comme Maersk par exemple qui font tout le détour parce qu'ils ont peur de passer par la mer Rouge. Regardez encore une chose. La Chine et le Proche-Orient. C'est très important. Là, si vous voulez voir vraiment le tableau global, les États-Unis, pendant la période de Trump, Biden et Obama, baissent leur vitesse. Quiconque est entré dans le Moyen-Orient, c'est la Chine. La Chine, selon la théorie de la ceinture sur la route, voilà la ceinture. En bleu clair, tous les stans, tous les pays dont le nom se termine par stan. La Chine n'envoie pas d'armée, de forces armées. Elle achète des endroits, des points stratégiques, aussi bien sur terre qu'en mer. Regardez en bas, j'espère que je pourrai vous le montrer. Voilà Calcutta en Inde, Colombo, Gwadar au Pakistan et Bab el-Mandab. Tous ces points noirs, ce sont des ports où les Chinois ont beaucoup d'installations
qu'ils ont acheté et qu'ils financent. Et de là, je monte vers le Suez, et même Haïfa, même Pirée, en Grèce. Mettez ensemble ou reliez la terre et la mer et vous verrez que ces deux bras chinois se connectent, se lient en Italie. Et vous comprenez ce qu'ont fait les Chinois? Ils ont en fait construit un système qui se meut de l'est vers l'ouest, vers le centre de l'Europe, par terre et par mer. On n'envoie aucun soldat. On achète. On achète des postes, des installations de terrestres et maritimes et on crée un continuum. Les États-Unis l'ont vu, ont compris qu'ils ont fait erreur lorsqu'ils ont baissé leur vitesse au Proche-Orient, quand ils disaient no boots on the ground, donc pas de soldats, après avoir été battus en Afghanistan, en Irak. Ils ont dit, bien, plus de Proche-Orient. Les Chinois ont bien profité et sont entrés ici. Et voilà l'alternative américaine. Ce qui se passe à Gaza, c'est aussi une occasion, non seulement une guerre. Ce que les Américains essayent de faire maintenant à Paris, c'est de faire un très grand accord dans le cadre duquel on arrive à une espèce de cessez-le-feu dans la guerre. L'Arabie saoudite est un très large pays arabe. Effectue une normalisation avec Israël. Regardez, l'Arabie saoudite est là, juste au milieu de la carte. Voilà les Émirats, ici en bas, et de l'autre côté, l'Inde. C'est là l'alternative menée par les Américains à l'encontre du plan chinois. C'est-à-dire que si je me trouve maintenant à Gaza, et j'ai ces deux vecteurs, un vecteur c'est l'Iran. Iran et tous ses complices, le vecteur qui veut empêcher la normalisation entre Israël et les pays arabes. Le deuxième vecteur, c'est des pays tels l'Arabie saoudite, Bahreïn, l'Égypte, la Jordanie, les Émirats, le Maroc. Tous ces pays-là, ils ont des accords avec Israël. Des pays arabes qui sont anti-Iran et dont le pouvoir est aussi anti. Est-ce que vous pensez à qui je pense? Anti. Anti-Iran. Ce sont des pays qui ont des accords avec Israël. Et Israël n'est pas une injure chez eux. Ils sont anti-Hamas. Regardez ce qui se passe. Il y a là un oxymoron. Il est très difficile de le voir de l'extérieur d'ailleurs. Il y a des pouvoirs de pays arabes qui veulent s'occuper de leur propre pays et qui espèrent vivement qu'Israël va faire effondrer le Hamas. Vous me demanderez, y a-t-il du Hamas ou des frères musulmans en Arabie saoudite? Qu'est-ce que vous pensez? Il y en a eu dans le passé, vous savez ce qu'ils leur ont fait? Harbu Darb. Ils leur ont simplement brisé les pieds et les mains. Et de la même façon dans les Émirats, à Bahreïn. Ils savent combien les frères musulmans sont dangereux. Si je vous dirais où les frères musulmans sont les plus forts, savez-vous? En Europe. En Europe et aux États-Unis, les frères musulmans sont plus forts que dans le Proche-Orient. Les Arabes ne leur permettront pas de croître ici, de se développer parce qu'ils les craignent. Donc nous avons un monde un peu fou. Un peu fou. Ils ont pris Israël au tribunal de la justice internationale
à La Haye après le massacre du 7 octobre sous une accusation de génocide. Non, mais c'est vraiment un monde complètement dérangé. Si l'Europe et les États-Unis ne s'éveillent pas et n'arrivent pas à la conclusion qu'elles doivent limiter la croissance illimitée de tels organismes dans leur pays respectifs, nous ne savons pas ce qui va se passer. Hein. Selon des sondages que nous avons, Marseille, en 2050, est la seule ville européenne avec une majorité musulmane. Il y aura des citoyens français, mais d'origine musulmane. Je suis désolée de vous le présenter comme ça, mais ceci a certaines significations. Alors, que disons-nous? Nous connaissons le travail. Israël est allé dormir et a pensé que tout ira bien et vraiment a été battu de façon très violente. Mais Israël a une armée forte et parfois les pays reçoivent un rappel un peu vif de ce qu'il ne faut pas faire. Et ces gens savent comment profiter de la démocratie. Ils se construisent des voies économiques dont ils possèdent une multitude en Europe et aux États-Unis, apparemment tout à fait légitimes. Il est très difficile de les déceler. Il faut vraiment faire partie de l'infrastructure pour le trouver. L'antisémitisme vraiment atteint vraiment des cimes. Que ce soit le vandalisme contre des institutions juives, des juifs qui sont attaqués dans la rue. Et ceci nous montre que nous sommes maintenant dans un autre monde, car ceux qui décident le pas, c'est le discours virtuel et les réseaux sociaux. C'est là tout à fait un autre jeu, une autre partie. Et Israël aussi doit savoir comment agir pour se mesurer avec ces phénomènes, à ces phénomènes. Alors, le 7 octobre est un très grand défi, mais d'autre part, c'est aussi une très grande occasion. Vous savez qu'en Israël, il y a beaucoup de critiques et de colère, mais tout cela fait partie du processus. Nous savons, il y a en Israël aujourd'hui des personnes jeunes qui vont combattre, qui sacrifient leur vie pour défendre l'État. Et ils ne demandent rien en retour. Ils ne disent pas nous avons fait, donne-nous, donnez-nous. Non, cette génération sera la génération qui va mener Israël dans quelques années vers la suite du XXIe siècle. D'autre part, nous connaissons une grande difficulté, car nous avons une difficulté économique, une difficulté sociale, civile, militaire. Mais dans l'histoire, on dit heureusement que c'est arrivé maintenant, car si cela serait arrivé dans 5 ou 10 ans, que Dieu nous en préserve, peut-être qu'Israël n'aurait plus pu réagir. Ce samedi-là de Simchat Torah, Israël était paralysé. Les systèmes n'ont pas travaillé, n'ont pas marché. Ça arrive, cela arrive. Des erreurs, bien sûr, personne ne l'a fait, personne ne l'a voulu, personne n'a fait exprès. Mais des gens comme vous et moi, qui veulent avoir un peu de calme, croire qu'on peut arranger les choses par des compromis, mais pas avec un organisme tel le Hamas. Un organisme tel le Hamas vous dit, il ne le cache pas d'ailleurs, il vous le dit, c'est ou moi ou toi. Moi, je ne vivrai pas jusqu'à ce que toi, tu n'arrêtes de vivre et vice-versa. Je sais que cela vous semble peut-être un peu loufoque, un peu fou. Un des grands chics de la guerre, Ahmed Yassine, qui était paraplégique, qui était sur une chaise roulante, je me souviens que j'ai vu une vidéo d'une leçon qu'il donnait à ses étudiants. Et un des étudiants a posé la question au cheikh Ahmed Yassine, comment allons-nous les combattre?
Ils ont une armée très forte, Israël. L'armée la plus forte du Moyen-Orient. Ils ont des chars blindés, ils ont des avions. Qu'avons-nous? Rien du tout. Comment pourrons-nous les combattre? La réponse macabre et cruelle donnée par le cheikh Yassine peut vous apprendre ce à quoi nous devons faire face ici. Cheikh Ahmed Yassine a dit à cet étudiant: ils ont un char blindé et un avion. Toi, tu n'en as pas, mais toi, tu as quelque chose qu'ils n'ont pas, eux. Qu'as-tu qu'ils ne possèdent pas? Toi, tu aimes la mort plus qu'ils aiment la vie. Pensez un peu à cette phrase que je viens de vous dire. Si vous êtes capable de dire à des jeunes personnes une telle phrase, vous comprenez que je suis là à 180 degrés de toute norme occidentale. Nous sommes là parmi des personnes comme vous, comme moi, avec deux oreilles, deux mains, deux pieds, qui mangent, qui se lèvent, mais ils ne sont pas vraiment ici. Dans leur boîte est liée à quelque chose qui vient d'une autre zone de temps et d'autres textes, des textes religieux. Il faut le reconnaître. Je sais que la tendance des gens, et à juste titre, est de dire: mais quand même, les gens veulent le calme. Nous voulons tous le kumbaya, nous asseyons ensemble, faisons les choses ensemble. Tout va bien, mais pas avec un organisme tel le Hamas. Un organisme dont l'ADN, ce que vous appelez d'ailleurs la raison d'être du Hamas, c'est en fait la perte d'Israël. La disparition d'Israël. Pensez-y. Pensez que vous ayez chez vous, près du balcon des kibbutzim, un organisme dont c'est la raison d'être. Une raison d'être qui dit: je vais vous tuer et alors je commencerai à vivre. Ce n'est qu'alors que je commencerai à vivre. Et il ne s'agit pas de Al-Qaïda qui a effectué l'attaque du 11 septembre et qu'il faut courir après 5000 kilomètres à l'intérieur du Pakistan ou de l'Afghanistan. Ce n'est pas le Daesh qui ont mis les attentats à Paris, à Londres, à Madrid, dont la base était au Proche-Orient. Pour Israël, c'est la porte à côté. C'est la porte à côté du balcon. Souvenez-vous-en. Et maintenant, Israël ne peut pas se permettre de jouer avec sa sécurité. Si pour une seule fois, elle sera un peu plus faible ou un peu moins forte, elle n'existera plus. C'est clair. Nous avons pu le voir le 7 octobre. Et il faut dire, en la faveur des Arabes israéliens, Yahya Sinwar était sûr que s'il commet cette attaque, les Palestiniens viendront de la Cisjordanie, les Arabes israéliens vont tuer des Juifs, Nasrallah ouvrira tout son arsenal, mais ça n'a pas marché pour le Hamas. Sinwar était sûr aussi que la société israélienne est tellement divisée, tellement effondrée. Et tout ce qu'il faut, c'est simplement lui donner un dernier coup de pied. Et cette guerre a prouvé qu'avec tout le fait qu'Israël était paralysé, la société israélienne a prouvé une force inouïe. Elle s'est levée comme une personne et a combattu. Nous sortons maintenant d'ici vers un autre endroit. Nous avons un Proche-Orient qui est plus grand. L'Iran est un problème. Israël ne pourra pas se mesurer à l'Iran à elle seule. Et nous le disons et nous le répétons. Si l'Iran continue à devenir plus forte encore, et si les pays occidentaux ne sauront pas l'arrêter,
ce serait vraiment très malsain pour le Proche-Orient et pour Israël, tous ces pays qui en sont très très inquiets. Nous allons attendre pour voir où vont les choses, mais pour le moment, nous sommes à un point de changement dans l'histoire d'Israël. Souvenez-vous qu'Israël a été établi après la Deuxième Guerre mondiale, après l'énorme massacre de 6 millions de Juifs pendant la guerre. Ce que les pères du sionisme ont dit, c'est que si les Juifs n'ont pas d'État, ils seront exposés à de tels phénomènes tout le temps. C'est pourquoi il faut établir un État juif. Et l'État a été établi, en effet. Si vous voulez comprendre pourquoi le 7 octobre est un trauma, les Israéliens, depuis la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'à aujourd'hui, continuent à dire « never again », jamais plus. Ce qui s'est fait pendant la Deuxième Guerre mondiale ne se répétera pas parce que nous avons un État. Et voilà que même dans un État, cela peut arriver. Je voudrais vous donner un peu de temps pour poser des questions, si vous le désirez. Si vous avez des questions, je serais heureux de les prendre et d'y répondre. C'est d'accord? Non, אנחנו לא שומעים את השאלות אם הן לא נשאלות למיקרופון. Il faut poser les questions au micro, sinon les Est-ce que vous pensez que si on arrive à éliminer la monarchie iranienne, donc uniquement le pouvoir iranien, cela suffira, comme dans les films de science-fiction, où on tue l'empereur et tout Dark Vador et tout l'empire disparaît? נעלמת, או שמא זהו רק שלב בדרך, כי אמרת קודם שהאיראנים הם לא ערבים, ונכון אמרת. ומה יהיה עם האחים המוסלמים? מה יהיה בסופו של דבר הסוף של המצב הזה? האם יש סוף או קץ למצב הזה, או שזה סרט שימשיך להתגלגל ולהתגלגל ולהתגלגל ללא סוף? Merci pour votre question, c'est une très, très bonne question. La question de l'Iran. Vous connaissez l'Iran. L'Iran, jusqu'à 1979, il y a 45 ans, était une monarchie. Il y avait un roi. Et ce roi était un grand ami des Américains et des Israéliens. Ce qui se passe en 1979, c'est que la monarchie est détruite pour mener un régime qui en farci s'appelle une république islamique dans laquelle les religieux, les clercs, sont au pouvoir. Mais ce n'est pas là une idée. Mais ils y ont ajouté quelque chose de nouveau, l'épée. Vous avez vu les gardiens de la Révolution. Si j'ai bien compris votre question, je suis d'accord avec la logique de votre question. L'Iran doit recevoir un message de l'Occident. Jusqu'ici, un point, c'est tout. Les Houthis, prenez les Houthis au Yémen, ils ont causé un très grand dégât à l'économie globale. Combien de temps ont mis les États-Unis et la Grande-Bretagne à commencer à réagir? Et lorsqu'ils ont réagi, ils ont dit c'est seulement pour prévenir. Parce que nous disent les États-Unis, nous ne voulons pas avoir une guerre régionale ici. Je peux le comprendre, ils sont d'ailleurs en pleine année d'élection, personne ne veut une guerre au Proche-Orient. Mais lorsque l'Iran entend cela, que les États-Unis disent nous ne voulons pas de guerre régionale, eh bien l'Iran continue. Elle tire la corde encore plus. Je dis souvent que ces choses-là, on les apprend seulement si on peut aller dans un bazar persan. Et il y a là beaucoup de psychologie. Et
C'est pourquoi, lorsqu'on traite de l'Iran, il faut savoir envoyer les messages adéquats. Ce qui se fait maintenant, hier, 3 soldats américains ont été tués pour la première fois dans cette guerre sur le sol jordanien, dans une base américaine sur le sol jordanien. Qui l'a fait? L'Iran? Non. C'est les milices de l'Iran qui se trouvent en Syrie, en Irak. Et que dit l'Iran? C'est pas nous. Que dit Biden? Nous avons des preuves que c'est vous. Les Américains se préparent maintenant à une contre-attaque sur l'Iran à cause de cela. Attendons et voyons ce qui va se passer. Mais il est très important qu'un grand pouvoir, une grande puissance, agisse comme une grande puissance et qui donne à un pays qui fait des problèmes, lui donne le message adéquat, approprié. J'espère que c'est ce qui aura lieu. Mais l'Iran a déjà amassé beaucoup de force et de dominance au cours des dernières années à cause d'une politique occidentale, à mon avis, erronée, surtout de l'Europe, mais aussi des États-Unis. Et souvenons-nous, chacun en Europe a beaucoup d'affaires économiques et d'autres avec l'Iran. C'est très difficile de parler au monde comme s'il s'agissait d'un groupe uniforme. Je vous donnerai peut-être un meilleur exemple. En Israël, tout le monde sont très fâchés avec un petit pays dans le Golfe qui est très riche et qui est le grand soutien de Hamas. Il s'appelle Qatar, le Qatar. Et que disent-ils? Ah, que les Américains assènent un coup sur la tête des Qataris. C'est un pays de 600 000 citoyens à peu près, et encore 2 millions, je crois, d'ouvriers étrangers. Pourquoi les États-Unis n'agissent pas? Et alors, on se demande où se trouve la plus grande base américaine au Proche-Orient? Au Qatar. Qui a fait le plus grand accord de gaz avec le Qatar? Les États-Unis. Lorsque les États-Unis s'est sauvé de l'Afghanistan, qui étaient les négociateurs, le Qatar. Il y a là beaucoup d'hypocrisie. On parle parfois du monde. Il n'y a pas de monde. Il y a le monde de Disney. Mais le monde dans le sens de que tous les pays s'unissent et prennent le bon chemin ou la bonne voie pour arrêter un pays tel l'Iran, cela n'existe pas. C'est très difficile d'arriver à une action concertée. C'est là le grand problème. Mais j'espère que malgré tout cela, l'Europe et les États-Unis, qui va se heurter à ces choses de plus en plus, car les forces musulmanes en leur sein et les forces fascistes, et lorsque je vous dis des forces islamistes en Europe, ceci renforce aussi de l'autre côté les forces fascistes, ils le comprennent. Et ceux qui se trouvent au milieu, c'est l'Occident libéral. Angela Merkel. Ce sont des forces de ce type-là. C'est pourquoi nous sommes dans un monde qui peut-être arrive à une grande confrontation et la question se pose, vont-ils faire la chose correcte ou non? אוקיי, אוקיי. תודה רבה על ההרצאה. יש לי שאלה, אתה דיברת על זרועות התמנון של איראן בעולם. מה הניתוח שלך לגבי צרפת? איפה השלוחות של איראן בצרפת? La France, c'est un pays très important pour le Proche-Orient. Vous savez que le pays qui a créé la Syrie, le Liban, la puissance coloniale au Maroc, en Tunisie, en Algérie, c'était la France. Il y a 100 ans, la France a créé ce pays qu'on appelait le Grand Liban, ce qui est le Liban d'aujourd'hui. C'est la France qui a créé également la Syrie.
Et souvent, quand on veut trouver quelqu'un capable de résoudre les problèmes au Liban, on fait appel au président Macron parce que, en fait, le Hezbollah a kidnappé le Liban. Et vous me demandez où se trouve le Proche-Orient? En France. La France a beaucoup de problèmes. Je ne suis pas un expert en affaires françaises, mais je connais bien l'islam en Europe. Je connais la réalité démographique qui existe dans les pays européens. La France, et je vais être prudent en le disant, il y a des musulmans qui ne veulent que vivre tranquillement et qui vivent en Europe. Mais on n'a pas besoin que tous les musulmans soient anti-occidentaux. Il suffit qu'il y ait un noyau dur qui soit lié à l'Iran ou aux frères musulmans d'un autre côté, qui est un ordre du jour. Et il y a beaucoup de mosquées. Et si ces gens-là sont présents dans les mosquées, je ne sais pas si vous savez combien il y a de mosquées en France, mais c'est un nombre très impressionnant. Il y a des villes comme Paris, comme je l'ai dit Marseille, qui, en fin de compte, sont des villes qui sont à un niveau de risque qui va croissant. Parce que sur le plan démographique, si on se projette dans 20 ou 25 ans, en 2050, est-ce que vous savez quelle est la natalité moyenne des Français non musulmans? Vous avez une estimation? Moi, le chiffre que j'ai, c'est 1,4. Combien est-ce qu'on a chez les citoyens français d'origine musulmane, disons d'origine asiatique et africaine? 3,6. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas les statistiques. Le Bureau français de statistiques, légalement, ne peut pas faire ce genre de statistiques ethniques. Nous savons que la France essaie de cacher ces chiffres, effectivement. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, suite aux fichiers juifs qui existaient, eh bien, en France, on ne peut pas faire de statistiques ethniques. Ce n'est pas pour cacher les choses. Peu importe, peu importe. Vous n'avez pas ces chiffres formels. Nous avons des informations. Alors, je ne sais pas si ces informations sont très précises, mais c'est quelque chose qui est bien connu. Est-ce que vous dites que ça n'est pas vrai, ce que je dis, il y a plus de natalité chez les gens d'origine musulmane? Alors, si ça vous rassure, aux Pays-Bas, 25% des citoyens sont musulmans. 25% des citoyens sont musulmans, vous pouvez vérifier. En Suède? En Scandinavie? Si on parle d'une natalité, d'une fécondité d'1,4 et comparé à 3,5, avec le temps, la composition démographique se modifie. Et je pense, alors ça n'est pas forcément tous les musulmans qui en veulent à la France, mais il suffit qu'il y ait un noyau dur, un petit groupe qui soit radicalisé pour avoir ce type de problème. Encore une fois, je suis désolé, l'interprète ne peut pas traduire les choses qui sont criées dans la salle et pas dites au micro. Okay, guys. Yes, please. 27 pays en Europe font des statistiques ethniques, la France ne fait pas. Pas à côté juste parce qu'ils ont peur. Extrêmement simple. C'est en train de bouger petit à petit. Sur un autre sujet, vous avez rappelé que la charte du Hamas prévoit
souhaite la destruction d'Israël. הרס ישראל, האם אתה חושב שבכיוון השני שישראל שצריכה את התמיכה של העולם הערבית זה יכולה לקבל בממשלה שלך אנשים שרוצים לגרש את הפלסטינים מרצועת עזה או מהגדה המערבית? C'est une très bonne question. Vous avez entendu effectivement ce qui se dit. Israël, c'est un pays pluraliste. Commençons par cela. En Israël, si on veut exprimer son opinion, on peut le faire. On le fait d'ailleurs. Vous l'avez vu qu'il y avait eu cette réunion de partis de droite qui veulent se réinstaller des juifs dans la bande de Gaza. Si vous me posez la question, je pense que c'est une sottise. Mais on ne peut pas les empêcher de le dire. D'un autre côté, dans l'autre camp, il y a des Israéliens dont la solution c'est un État palestinien. Pour qui la solution c'est un État palestinien. La plupart des Israéliens n'y croient pas non plus. Donc la vérité se trouve entre les deux, quelque part au milieu. Bien sûr, je ne sous-estime pas ce que vous venez de dire, mais j'aimerais dire ce que je veux dire. Je voudrais dire ce dont je parle lorsque je parle de coopération entre Israël et les pays arabes. Il y a eu, il y a quelques années, un accord signé entre Israël et des pays dans le Golfe et aussi le Maroc. On appelle ça les accords d'Abraham. Ça n'est pas un accord de paix. C'est un accord de normalisation. Il y a une différence entre les deux. Qu'est-ce qu'une normalisation? C'est comme si je vous disais, ou on se disait mutuellement, soyons normaux. Vous êtes différent de moi, je suis différent de vous, nous ne nous ressemblons pas, mais voyons si nous avons la possibilité de coopérer. Je me suis rendu dans ces pays au cours des 3 dernières années, presque autant de temps que j'ai passé en Israël. J'ai été au Maroc, j'ai été aux Émirats Arabes Unis, j'étais à Bahreïn, dans tous ces pays qui ont des accords de coopération avec Israël. Et j'aimerais vous dire que parfois, on n'est pas obligé de chercher une paix altruiste, un amour véritable. Non, c'est une normalisation basée sur des intérêts communs. Pensez à quoi ce dont les Saoudiens ont besoin. Demain, après, on va passer aux énergies renouvelables et les économies qui se basent sur le pétrole vont en souffrir. On va passer à l'énergie solaire, à l'énergie éolienne. Donc pensez à la désertification. Les déserts s'étendent vers les terres cultivables. Donc, qui peut aider ces pays à faire de l'agriculture dans le désert, à mieux gérer l'eau? Il y a des pays qui sont intelligents. Certains de ces pays ont de l'argent, certains de ces pays sont pauvres, mais ils comprennent qu'il y a un risque écologique, il va y avoir des problèmes d'eau, de réchauffement climatique. Or, Israël a une force, et si Israël sait utiliser cette force avec modestie, Israël peut créer des liens avec des pays arabes dans un contexte qui est gagnant-gagnant. Et c'est exactement ce qu'on voit. Donc ces pays que j'ai mentionnés considèrent l'Iran comme un ennemi, pas Israël. Ces pays considèrent le Hamas comme un ennemi, pas Israël. Et donc il y a là un espoir. Mais on ne pourra pas créer un Proche-Orient meilleur tant qu'il y aura des organisations comme le Hamas. C'est une organisation qui, de son point de vue, exclut tous ceux qui ne sont pas d'accord, sont des apostats, des mécréants. Pour l'instant, ils s'en prennent aux juifs, mais les frères musulmans sont présents dans le monde tout entier. Et en fin de compte, ils veulent répandre leur idéologie partout. Il y a un seul endroit où les frères musulmans sont de moins en moins présents, c'est dans les pays arabes.
Ces pays-là savent exactement ce que sont les frères musulmans. Et c'est cela l'absurde. C'est absurde, mais c'est vrai. Par conséquent, je parle d'une rencontre d'intérêts et je crois fortement dans les accords d'Abraham parce que sur une base très objective, on crée une coopération avec des pays qui d'un côté ont besoin du savoir-faire israélien, Israël a besoin des capacités de ces pays, il n'y a pas de condescendance. On se regarde en face, on met en place des coopérations pour assurer un meilleur avenir à tous ces pays. Et je pense que cela ne peut pas durer si on a encore dans cette région des organisations comme le Hamas ou le Hezbollah. C'est quelque chose qui empoisonne la région. Ce sont des gens qui n'acceptent pas les autres et qui ont le devoir religieux de combattre ces autres. En Israël, on a eu un débat houleux, notamment dans le monde universitaire. Certains ont dit que le Hamas, ça n'est pas vraiment un mouvement aussi radical, qu'il y a des gens qui veulent la paix au sein du Hamas. On dit, vous savez, c'est ce qu'on appelle le wishful thinking en anglais. En fait, on adapte la réalité à ce qu'on voudrait être. Et on n'a pas le droit en Israël de jouer à ce jeu. C'est un jeu qui est très dangereux pour Israël. Et je le répète, Israël sait que dès qu'il sera moins fort, dès qu'il y aura un acteur plus puissant au Proche-Orient, Israël cessera d'exister. En tout cas, c'est le sentiment qu'ont énormément d'Israéliens. Si Israël n'est pas fort, et ne serait-ce qu'à un moment donné, il n'y aura plus d'Israël. Je ne dis pas qu'on ne peut rien y faire. On peut faire des choses, mais il faut avant tout déraciner le Hamas, le Hezbollah. C'est l'intérêt des pays occidentaux, des États-Unis, des pays arabes et d'Israël. Et il faut créer des coopérations dans la région sur l'énergie, le gaz, et on pourra assurer à la région un meilleur avenir. Il faut y croire, et j'y crois. Mais pour être optimiste au Proche-Orient, il faut, voilà, il n'y a pas de mal sans bien au Proche-Orient, donc et de bien sans mal. Est-ce que vous pensez que le peuple iranien peut faire tomber son régime? Peut renverser lui-même son régime? Le pays où il y a eu le plus de révoltes populaires au Proche-Orient, c'est l'Iran. Le problème de ce régime, c'est que c'est un régime extrêmement cruel. Et vous savez que les Iraniens ont essayé de protester à plusieurs reprises et que ce régime cruel a réprimé de manière très forte ces soulèvements. Aujourd'hui, l'Iran se trouve dans une situation où il dispose du savoir nécessaire pour fabriquer une bombe nucléaire. Aujourd'hui, l'Iran a la capacité de décider de devenir, sous un an à peu près, de devenir une puissance nucléaire. Je pense que l'Iran ne le fait pas parce que c'est plus confortable pour l'Iran d'être un pays au seuil de l'arme nucléaire et ne pas subir toutes les sanctions prévues. Si l'Iran franchit ce seuil, eh bien on aura une course à l'arme nucléaire dans tout le Proche-Orient parce que l'Arabie Saoudite n'acceptera pas un instant que l'Iran soit nucléaire sans se lancer à son tour. En tout cas, c'est ce que les Saoudiens pensent. Ce qui compte, ce n'est pas seulement la réalité, mais ce qu'on prévoit. Et dans la situation qui s'est créée actuellement, l'Occident doit s'organiser et se préparer, pas pour empêcher l'Iran de devenir nucléaire, mais pour un changement de régime. L'Occident doit aider les Iraniens à renverser le régime. Quand on connaît la démographie iranienne, on sait qu'il n'y a qu'une moitié de Perses. Il y a des Azéris, des Turkmènes, toutes sortes de minorités qui ne sont pas perses.
et qui sont une opposition sérieuse au régime de Téhéran. Parfois, on entend dire qu'il y a des gens qui sont tués au cœur des gardiens de révolution et qu'il y a des opérations. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'opposition interne en Iran, mais cette opposition n'est pas suffisamment forte pour se soulever contre le régime. Et il faut en fait que cette opposition bénéficie d'une aide extérieure. Il faut effectivement asphyxier ce régime. C'est un régime qui est très dangereux, qui est cruel et qui est très intelligent. Les Perses d'ailleurs sont des gens très intelligents. Je le dis souvent aux Israéliens. Ma famille est originaire d'Irak, mais une partie de ma famille vient de Téhéran. Donc nous connaissons bien la région. Souvent, alors je ne dis pas aux Israéliens parce que souvent ça les vexe, mais souvent lors de rencontres avec des diplomates israéliens, il est nécessaire d'expliquer que si ils mènent des négociations indirectes avec l'Iran ou s'ils sont face à des Iraniens, ils doivent partir du principe que les Iraniens sont plus intelligents qu'eux. Et c'est très difficile d'admettre cela pour des Israéliens. Mais les Iraniens sont plus malins, sont plus... c'est comme au bazar, voilà. Ils achètent un tapis et ils ne payent pas forcément, ils savent négocier. Ils sont à Téhéran. Vous voyez qu'en ce moment, l'Iran siège à Téhéran et réussit à manœuvrer l'ensemble de la région. Et ça n'est pas des relations normales avec quelqu'un avec qui on a un désaccord. Et ce sont des entités qui veulent éliminer l'autre. Même à l'époque du président Ahmadinejad, et aujourd'hui encore, il y a des dirigeants qui disent en farsi, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent il faut anéantir Israël. Quel pays au monde serait prêt qu'un dirigeant d'un autre pays, un grand pays comme l'Iran, au lieu de dire bonjour, il dit il faut anéantir Israël? C'est fou. Et que fait le monde face à ça? Israël attend peu du monde. Lorsqu'on voit les universités aux États-Unis, lorsqu'on voit les universités en Angleterre, lorsqu'on entend ce qui est dit dans le cadre des manifestations, on a des manifestations à Harvard, à Westminster. From the river to the sea, Palestine will be free. Je ne sais pas si vous avez entendu. Il ne parle pas de 2 États pour 2 peuples. Il parle d'un État de la Méditerranée au Jourdain sans le moindre élément juif ou sioniste. C'est la fin de l'État juif, c'est le BDS. Et on demande à ces gens-là, mais de quelle rivière parlez-vous? De quelle mer parlez-vous? Vous n'arrêtez pas de crier ce slogan. De quelle rivière? Ah, il y en a un qui dit que c'est le Mississippi. Le deuxième va parler de telle ou telle rivière. Ils disent c'est la mer Rouge, l'océan Atlantique. On voit qu'il y a une ignorance incroyable, mais saupoudrée d'antisémitisme, ce qui est extrêmement dangereux. Parce qu'ils ignorent complètement la réalité. Ce qui compte de leur point de vue, c'est la manière dont les réseaux sociaux présentent la réalité. Et il y a énormément de fausses informations, de fake news. אתה מאבד את האחיזה במציאות, וזה מאוד מסוכן. גם שם ישראל תצטרך כמובן לעשות. בבקשה, סילופי. Je pense qu'on est d'accord sur le constat général que vous faites. Il faut effectivement éliminer le Hamas, ou en tout cas l'empêcher de nuire. Mais la question, c'est comment éliminer la haine. Moi, je me souviens, j'avais discuté longuement avec Amos Oz ici, dans cette ville, il y a
un bon nombre d'années déjà, et il disait la question, c'est pas qu'on doit s'aimer entre les deux peuples, c'est qu'on doit divorcer. Et aidez-nous à divorcer. Alors comment on fait? Comment on fait pour divorcer? Deux États, on voit bien que la solution ne convient pas et semble illusoire, mais il y a deux peuples quand même. Et comment faire? Et moi j'ai l'impression que la géopolitique, enfin moi je fais pas... אני עוסק די הרבה בגיאופוליטיקה, יש גבולות לגיאופוליטיקה, זה לא רק עניין של אינטרסים, יש גם עניין של תשוקה, וזה מה שהכי מסובך. ואני, שאלה שנייה שביקשו ממני לשאול, מה לגבי טורקיה? Commençons par la deuxième question, qui est plus facile, quid de la Turquie? La Turquie, le parti du président Erdogan, l'AKP, c'est la version turque des frères musulmans. Les frères musulmans en général sont arabes, et bien là on a une version turque des frères musulmans. Si vous connaissez l'histoire de Recep Erdogan, vous savez que c'est quelqu'un qui est né dans les banlieues pauvres d'Istanbul, qui s'oppose à la Turquie d'Atatürk. Cette Turquie est considérée comme un pays qui coopère, qui collabore avec l'Occident. Il dit que Netanyahou est Hitler. Il n'a pas honte de le dire. Il parle d'Israël comme d'un pays nazi. Si vous voulez critiquer Israël, vous pouvez critiquer Israël, mais de dire qu'Israël est un État nazi, ce sont des inepties, c'est insultant. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on voit? Si on voit les relations économiques entre Israël et la Turquie, on voit que ces relations n'ont pratiquement pas changé et se renforcent parfois même dans certains domaines. Donc Israël peut décider s'il veut continuer à être le pigeon de la région et à continuer à faire du business avec la Turquie. Et Erdogan dit, voilà, si je vois des Israéliens, je dois lui donner une gifle. Ce qui est intéressant, c'est qu'Erdogan s'en est pris à Israël parce qu'il a une opposition de droite qui lui dit, mais pourquoi vous conservez ces relations avec Israël? Pourquoi vous ne rompez pas les relations avec Israël? Erdogan a beaucoup de problèmes internes, la Turquie a beaucoup de problèmes, et Erdogan n'a pas encore décidé exactement de son positionnement. Mais sur le plan idéologique, il can't help it, comme on dit en anglais. Il ne peut pas se retenir. Ça sort du fin fond de son esprit. Et en fait, le Hamas, c'est l'as dans son paquet de cartes et c'est comme ça qu'il décide d'agir. En ce qui concerne votre question, Amos Oz était un excellent écrivain, mais qui avait une compréhension assez limitée du Proche-Orient. Je suis désolé de le dire, vraiment. Je le dis avec tout le respect que j'ai pour Amos Oz, qui était un écrivain formidable, mais qui ne comprenait rien au Proche-Orient, qui a dit toutes sortes de choses pendant les années qui ont presque mené Israël à la catastrophe, qu'il faut vivre ensemble et tout le temps ensemble. On ne peut pas vivre ensemble avec le Hamas. Le Hamas vous le dit, je ne veux pas coexister. Le Hamas nous dit, vous ne pouvez pas avoir de souveraineté en Palestine. Et moi je dis, on peut coexister avec tous ces pays que j'ai mentionnés. Avec eux, on peut coexister. Mais voilà, il ne faut pas faire de généralité. Il y a des pays avec lesquels on peut conclure énormément d'accords. Mais lorsqu'on a une organisation comme le Hamas, on n'a pas le droit de se tromper, de se faire des illusions. C'est extrêmement dangereux parce que notre cerveau, le cerveau occidental, rationnel, nous dit, voilà, on a des êtres humains, il faut trouver un compromis, il faut s'arranger avec eux. Mais avec le Hamas, on ne peut trouver aucun arrangement. Je l'ai dit pendant des années, je n'aime pas le dire et le répéter aux Israéliens, mais voilà, nous sommes ici...
avec un groupe où je peux dire ce genre de choses. Et je peux vous dire que pendant des années, les gens qui ont dit prenez garde au Hamas, eh bien, on ne les laissait pas parler parce que personne ne voulait dire il va y avoir une guerre. Et avec tout le regret qu'on peut avoir, lorsqu'on doit lutter, il faut avoir un point de fer dans une main, mais l'autre main doit être souple et flexible pour faire des accords avec les pays arabes. Et lorsqu'on parle de la coopération entre les Émirats arabes unis et Israël, on a un volume d'échange qui a atteint presque les volumes d'échange entre Israël et le Japon. Et cela ne fait que 3 ans que nous avons des relations économiques. Mais même ces pays veulent voir qu'Israël a la capacité d'anéantir ce gang du Hamas. Imaginez-vous si Israël n'est pas capable de vaincre le Hamas. Ce serait une catastrophe du point de vue d'Israël. Toute la réputation d'Israël au Proche-Orient sera remise en cause. Donc j'espère qu'Israël va atteindre ses objectifs et j'espère qu'on va voir autre chose. Désolé encore une fois. Ça n'est pas dit au micro. L'avenir, en ce qui concerne l'avenir d'Israël. En Israël, tout le monde parle du jour d'après. De la manière dont nous voyons le jour d'après. Écoutez, je vais vous dire ce que j'en pense. La solution la plus facile, ce serait de faire ce que les Américains ont fait. Qu'ont fait les Américains. Et les Américains n'ont jamais bâti quelque chose de positif au Proche-Orient. Et il y avait toujours un jour d'après. Ils avaient des plans, l'Irak, l'Afghanistan, tout cela, c'est les plans américains qui ont toujours échoué. Mais c'est logique de poser la question. Montrez-nous ce que vous voulez faire le jour d'après. Donc les Américains sont venus et nous ont dit, nous allons prendre un Boumazen et le mettre au pouvoir à Gaza. Et voilà, et ça y est, tout est résolu. Mais Abou Mazen a du mal à garder le contrôle à Ramallah. Dans le nord de la Samarie, par exemple, à Jenin, à Naplouse, en Cisjordanie, c'est le Hamas qui est aux affaires. Donc comment le mettre, le rendre responsable de la bande de Gaza? Alors les Américains ont dit, c'est vrai. Donc nous allons créer pas une autorité palestinienne, mais ils ont parlé d'une autorité palestinienne revitalisée, renouvelée. Comment créer cette autorité palestinienne? Il suffit d'appuyer sur un bouton pour la renouveler? C'est une phase transitoire. D'ailleurs, ces manuels scolaires en Cisjordanie ne sont pas vraiment différents de ceux utilisés par le Hamas. Donc, il faut, par exemple, juste regarder les manuels scolaires. Voyez ce qu'on enseigne aux enfants. Si on continue à leur apprendre toutes ces choses, eh ben, il n'y a rien à faire. On peut leur donner autant d'argent qu'on veut, mais il faut poser comme condition, montrez-nous les contenus de vos manuels scolaires. Et donc, il n'y a pas de solution immédiate. Je ne pense pas qu'il y aura d'État palestinien. Si l'Égypte pouvait prendre le contrôle temporaire de la bande de Gaza. Les Égyptiens connaissent très bien la bande de Gaza. Je vais vous dire un truc, quelque chose qu'on n'a pas le droit de dire en Israël. Si les Égyptiens prennent le contrôle de la bande de Gaza pendant 2 semaines, ils vont mettre de l'ordre. Pas par des voies démocratiques, par d'autres voies, mais ils le feront en 2 semaines. Non, il ne faut pas annexer, non. D'abord, il y a des Juifs qui vivent en Judée et Samarie.
Et j'aimerais revenir à l'accord conclu entre Menachem Begin et Anwar Sadat. Dans cet accord, il est évoqué l'autonomie des Palestiniens. Ils auront tout, sauf une armée. Il n'y aura pas d'armée. Il n'y aura pas d'armée à nos côtés, une armée qui utilisera les armes qu'on lui donnera pour nous attaquer. Non. Ce sera un État démilitarisé. Alors moi, je ferai la chose suivante. Une autonomie en Cisjordanie connectée dans une confédération avec la Jordanie et une autonomie dans la bande de Gaza connectée à l'Égypte. L'Europe et les États-Unis versent énormément d'argent et cette autonomie sera palestinienne, aura tous les symboles d'une entité palestinienne, mais sans armée. Il y aura une police, il y aura des gardes-frontières, mais pas d'armée. Voyez à quel point Israël est étroit. Une fois, je suis venu ici, il y avait pour rencontrer un groupe américain, et nous sommes ici, là, au bord de la mer. Nous étions dans un autre hôtel ici sur le bord de mer à Tel Aviv, et ils étaient venus pour un atelier, et on leur a expliqué, vous êtes à l'extrême ouest d'Israël, et nous allons jusqu'à la frontière orientale. Et ils nous ont dit, mais pourquoi on ne prend pas l'avion pour traverser le pays? Les gens, parfois, ne comprennent pas ce qu'est Israël. Combien de temps faut-il pour... Si je prends ma voiture, je suis donc sur la côte méditerranéenne, combien de temps me faut-il pour arriver à la frontière est d'Israël? À une demi-heure. À une demi-heure, je suis déjà dans les territoires palestiniens. Il faut 18 minutes. Les gens doivent comprendre ce qu'est Israël. Parfois, on dit Israël, 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 Israël. J'ai enseigné à Pékin. Et je leur ai montré une carte du monde et je leur ai demandé où se trouve Israël. Il y en a un qui a pointé du doigt l'Irak, l'autre Arabie Saoudite, et je leur ai dit non, non, Israël, c'est ce tout petit pays-là. Et ils ont dit mais c'est pas possible, ce pays qui fait tellement de pourri est si petit. Je pense, ce que je viens de dire, c'est vraiment, voilà, ça va contre-courant. Tout le monde parle d'un État palestinien. Expliquez-moi comment on peut le faire. C'est impossible. C'est impossible sur le plan géométrique d'avoir un État palestinien. Et donc, les Palestiniens qui auraient pu recevoir 28% du territoire dans le cadre des accords d'Oslo, et ils l'ont refusé. Vous savez, en anglais, on dit « If you snooze, you lose ». Qui part à la chasse perd sa place. Pardon. Pas vraiment. Et donc, les Palestiniens, on doit leur donner toutes les opportunités économiques, la croissance, de l'argent, mais ce sera uniquement une autonomie. Et si la Jordanie peut prendre sous son aile la Cisjordanie et l'Égypte, la bande de Gaza, ce serait une solution. Malheureusement, cela n'arrivera probablement pas. C'est là le problème. Et nous allons voir comment vont s'impliquer les différents acteurs de la région. Quoi qu'il en soit, on n'a pas le droit maintenant de proposer une solution. Nous avons 15 à 20 ans de situation transitoire. Changeons le système éducatif pour avoir une nouvelle génération.